consentir aux nuisances lorsque l'on parle de vivre avec le Covid-19. Le fameux vivre avec, on n'a entendu que ça. Il va falloir vivre avec, etc. Il s'agit également d'amener à consentir à la participation. Ça, c'est fondamental, ce qu'on peut appeler encore la cogestion des dégâts, ou la cogestion des catastrophes et de leurs dégâts. C'est bien ce qui s'est passé à Fukushima, où en fait des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été dépêchés pour apprendre aux gens à mesurer avec des radiamètres leur environnement quotidien, à géométriser leur vie quotidienne, à transformer leur vie quotidienne en moments d'hyper-rationalité, où en fait vous devez vous méfier de tout, en gros. Partout où vous marchez, partout où vous respirez, il faut vous méfier. Et il faut que vous appreniez à vous méfier et à vous sentir joyeux dans cette méfiance, en fait, en mesurant. Comme si d'ailleurs, au passage, mesurer protégeait. Mesurer ne protège pas, ça ne fait que mesurer. Mais toutefois, c'est bien cette idée d'amener chacun à participer qui a motivé les pouvoirs publics japonais dans leur politique de résilience. Et j'en profite, parce que sinon j'oublierais de le dire, pour rappeler que dans la loi climat et résilience, elle s'appelle comme ça en France, vous le savez. Elle ne s'appelle pas loi climat, elle s'appelle loi climat et résilience, contrairement à ce qu'affirment souvent certains écologistes qui parlent d'une loi climat. Non, c'est une loi climat et résilience. Les écologistes ont beaucoup de mal à l'appeler loi climat et résilience parce qu'ils adorent la résilience. Alors ils se disent, si on... donc ils préfèrent l'appeler loi climat, alors qu'en fait, il s'agit bien d'une loi qui vise essentiellement, justement, à amener chacun à consentir à la participation. Le mot participation revient 40 fois à peu près dans les 96 pages de la loi, que je vous conseille, du projet de loi en tout cas, que je vous conseille de lire, qui date maintenant, et participation par tous les moyens. Participation également, notamment, bien sûr par l'éducation, ça c'est ce qui est bien dit dans la loi climat et résilience, participation également pour faire accélérer les mentalités. Je cite. Accélérer les mentalités, accélérer la prise de conscience dans les mentalités. La prise de conscience de quoi? Qu'en fait, il va falloir apprendre à se protéger, il va falloir apprendre à participer à la cogestion, justement. Et puis, la quatrième zone de consentement qu'on peut identifier, c'est celle qui consiste à consentir à l'expérimentation de nouvelles conditions de vie. Ça, c'est fondamental. À Fukushima, il s'est agi d'expérimenter des conditions de vie dans un contexte radioactif. Avec le Covid-19, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez bien expérimenté, comme moi, des nouvelles conditions de vie qui sont en fait des conditions de survie, qui consistent à vivre avec des espèces avec des masques, à vivre avec des passes, avec une série de choses. Après, ces conditions de survie, je pense qu'elles vont varier en fonction du type de catastrophe qui surviennent. Bien sûr, elles vont pas, parfois elles vont reposer sur de la technologie numérique, parfois sur des systèmes de coercition, parfois sur des systèmes de délation aussi. Ça fait partie des nouvelles conditions de survie dans lesquelles nous sommes amenés à vivre. Et ça, on l'a vu avec le Covid-19 aussi, où il s'agissait de dénoncer ceux qui ne participaient pas activement, qui se rebiffaient contre, et qui avaient une attitude jugée égoïste, etc. Des tas de choses qu'on a retrouvées et qu'on a vues dans le contexte de Fukushima, où en fait, par exemple, le fait de fuir les zones contaminées était considéré par ceux qui restaient, en tout cas, les pouvoirs publics aiguisaient cette haine. Donc les gens qui partaient étaient regardés par ceux qui restaient comme des traîtres. C'est les traîtres, parce qu'en fait, alors on les accusait d'être des mauviettes, on les accusait de décomposer la communauté. La notion de communauté était largement, donc de manquer de solidarité en quelque sorte. Et on a même accusé les mamans qui avaient, c'est étonnant, qui avaient une sensibilité quand même par rapport à leur progéniture. Aux enfants, on les a accusés de maman irradiée de la cervelle. C'est les réseaux sociaux, mais après les pouvoirs publics ont surfé là-dessus. Certains scientifiques ont même réutilisé la formule pour qualifier finalement
des comportements qui étaient jugés irrationnels, trop chargés d'émotions, etc. Donc il y avait on voit bien qu'en fait, à Fukushima ou ailleurs, donc des effets de délation, donc voilà, des effets de dénonciation, de ségrégation, par rapport lorsque une minorité en fait décide de prendre une autre voie par rapport à celle qui est édictée par les autorités dans une situation de catastrophe. Bon. Et il s'agit en tout cas, avec cette technologie du consentement qu'est la résilience, d'amener à penser que le malheur est un mérite. Ça, c'est l'élément fondamental. Le malheur est un mérite. Et que même le malheur est une source de joie, finalement. D'où le fameux livre de ce Cyrulnik, qui s'intitule Le merveilleux malheur, n'est-ce pas ? Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Et puis on peut interagir et je peux en dire plus après en revenant sur d'autres choses que je n'ai pas dites. Si vous avez des réactions, des demandes d'éclaircissement ou des critiques ou des choses à échanger. Ouais, mais j'ai quelques questions. Tu as parlé d'écologie systémique. Qu'est-ce que tu entends par là ? Et qu'est-ce que d'autres entendent par là ? L'écologie systémique, c'est l'écologie qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'écologie scientifique, en fait. Celle qui est née dans les années 70 avec Crawford Olling. Voilà, c'est ça. Et c'est celle qui, en fait, a développé la notion de sécurité écosystémique, qui va s'appeler la résilience. Voilà. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils entendent, en fait, par... cette écologie des systèmes, c'est les systèmes vivants, Ah oui, bien sûr, c'est les systèmes vivants, bien sûr. Ah oui. C'est les systèmes vivants, c'est les systèmes globaux, quoi. C'est à la fois qui intègrent l'environnement et les hommes, quoi. En fait. C'est l'ensemble. Oui, tout à fait. À un autre moment, tu as parlé de la résilience, c'est là. Enfin, si je vais reprendre exactement tes termes, mais la résilience est là quelque part pour amener à une forme de surhumanité. Oui, c'est une recherche de surhumanité, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là ? Je crois que je l'ai décrit. Hein. Il s'agit toujours de considérer qu'en fait, à travers le malheur, on va devenir plus fort. C'est ça. Ouais. Donc, en fait, et il y a quelque chose d'eugénique aussi là-dedans. Puisque, en fait, il y a ceux qui parviendront à devenir plus forts et ceux qui n'y parviendront pas. D'ailleurs, oui. Ouais. Oui. Non, je pose la question parce que je me suis demandé si quelque part tu faisais pas référence aux recherches sur le transhumanisme, ce genre de choses, par exemple. Je ne suis pas un spécialiste du transhumanisme, mais c'est évident que il y a, mes compétences sont très limitées, et puis je ne suis pas philosophe en plus. Mais il est évident qu'en fait, et ça je l'ai développé dans mon travail, c'est que sur l'aspect plus philosophique, que la résilience c'est une notion machinique, donc qui renvoie à une vision de l'humain qui est une machine en fait. Donc bien sûr qu'il y a quelque chose là de transhumain, puisque c'est l'idée qu'en fait, pour la résilience, l'humain est une machine à encaisser les coups, en fait. Et donc, à partir de ces coups, à devenir plus grand, en fait, à devenir plus fort, à se renforcer, à s'endurcir. Donc, comme une machine, en fait. Mais parce qu'en fait, il y a une vision cybernétique, il y a une vision de l'homme dans tout ça, derrière tout ça, selon laquelle, en fait, nous sommes des boîtes noires et on a des intrants informationnels et on a des extrants. De l'autre côté sortent nos actions, en fait. C'est ça la représentation et qui sous-tend la résilience. Et en fait, l'humain va réagir en fonction des informations. La machine humaine va réagir en fonction des informations qu'on introduit dedans, comme une chaudière avec un thermostat, en quelque sorte. Et en fonction de ça, elle va agir dans un sens ou dans un autre. Donc, oui, c'est véritablement ça qui anime, je crois, la notion de résilience. C'est une représentation machinique de l'humain, en fait. C'est pour ça qu'elle n'a pas trop de complexe
à considérer que les humains puissent encaisser et grandir dans leur capacité à encaisser, quoi, en fait. Alors, ma dernière question, tout au début, tu disais que les victimes de la catastrophe de Fukushima ont perçu des allocations psychologiques. Ouais. C'est-à-dire qu'elles étaient effectivement rémunérées, enfin, on va dire, Oui. Ils avaient une indemnité, oui. Ouais, une indemnité, voilà. Par rapport à un préjudice, une sorte de préjudice moral en fait qu'elles auraient. Oui. Mais il n'y avait pas de lien avec le caractère médical de l'atteinte C'est tout à fait par ça. radionucléide. Ben non, parce qu'en fait, les autorités... C'était le fait d'être dans une zone géographique autour de la centrale en fait. On a considéré qu'il ne pouvait y avoir que comme seul trauma que le trauma psychologique. Et ce trauma psychologique, c'est celui lié au fait d'avoir peur de la radioactivité. Alors que la peur, on ne devrait pas. Alors que la radioactivité, on ne devrait pas en avoir peur, d'après les scientifiques qui ont mené les enquêtes sanitaires. Et c'est pour ça que le professeur Shunichi Yamashita, qui était le président de l'enquête sanitaire de Fukushima, il y a quand même une enquête sanitaire. Mais, il disait toujours, c'est lui qui a déclaré partout que souriez et vous échapperez au cancer. En fait, il disait aussi, il considérait qu'en fait, c'est lui qui disait à Fukushima, la peur tue. C'est la peur de la radioactivité qui tue. C'est ça qu'il disait. C'est pas la radioactivité, c'est la peur de la radioactivité. Donc on est bien donc c'est bien ça que l'indemnisation psychologique vient compenser. C'est cette angoisse-là. Mais elle ne vient surtout pas, elle ne veut absolument pas faire un lien, établir un lien entre la radioactivité et l'impact biologique. D'ailleurs, ce raisonnement est poussé jusqu'au point où, en fait, l'enquête sanitaire auprès des enfants, qui a été menée, qui a commencé quelques mois après la catastrophe et qui a perduré pendant plusieurs années, en fait, jusqu'à présent, elle a établi environ la présence de... Ils ont diagnostiqué environ 300 cas de cancer de la thyroïde chez les moins de 18 ans à un moment de l'accident, ce qui correspond à une incidence des cancers de la thyroïde à peu près, selon les estimations, entre 20 et 50 fois plus élevée que l'incidence moyenne des cancers de la thyroïde au Japon, pour cette classe d'âge, pour les jeunes. Toutefois, malgré ça, l'argument des pouvoirs publics a toujours été et est resté depuis le début et jusqu'à maintenant, a toujours été de dire, mais oui, mais de toute façon, c'est lié d'une part à un raffinement des outils de mesure, des échographes qui permettent en fait de capter des choses qu'on ne captait pas avant, donc en fait, c'est le thermomètre qui crée la fièvre, en fait. Et puis le deuxième argument, c'est de dire de toute façon, aucun de ces cancers n'est lié à la radioactivité, en fait. Voilà. Point. Point à la ligne. Point barre, comme on dit. On est dans une négation, là, c'est ce que j'appelle le radionégationnisme. Bon, ça, en même temps, qui n'est pas une surprise. Je veux dire, on connaît cette chanson du radionégationnisme est assez ancienne, quand même. Mais oui, voilà, quoi. Mais au-delà des autorités, oui. Les habitants, ils ont vraiment eu ça. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des habitants qui se rendent compte que justement ça a été une aberration? Ou est-ce qu'ils ont réussi à se faire manipuler et le fait de... Enfin, justement, est-ce qu'aujourd'hui, les habitants, ils mettent en cause les autorités ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, les habitants que vous êtes, mettent en cause les autorités? Oui. Oui, mais... alors au Japon, c'est pareil. Ils sont aussi nombreux que vous. 2 mains, 3 mains. J'exagère. Ils sont peut-être nombreux quand même au Japon. Mais le problème, c'est tout l'appareil derrière. Pas seulement, pas tant. Ah, il y a d'une part, bien sûr, il y a le truc classique de la menace de la coercition. Mais il y a surtout la fameuse politique de résilience au Japon, qui est venue, en fait, qui est bien plus efficace qu'une matraque. Et d'ailleurs, c'est celle que nous utilisons désormais maintenant chez nous.
Alors, je voudrais vous montrer qu'en fait, la résilience, la politique de résilience, la résilience nationale, toutes ces choses qui peuvent vous sembler un peu bizarres et presque même improbables, je voudrais vous montrer qu'en fait, elles sont complètement françaises. Il y a une commission parlementaire de la résilience nationale qui a ouvert ses débats en juin 2021, qui a fermé ses débats en janvier 2022, qui a donné son rapport en février 2022. Donc nous sommes tous concernés par et cette commission de la résilience nationale, donc qui n'est pas japonaise, qui est française, vise à mettre en place une espèce de ministère de la résilience nationale en France. Et explicitement, elle nous dit, cette commission, elle nous dit qu'elle va, donc elle nous dit le 22 février 2022, elle nous annonce qu'elle va mettre en place pour la prochaine législature une loi qui va s'intituler « Engagement et résilience de la nation ». Nous sommes au Japon, le Fukushima est partout, comme dirait Gunther Anders quand il disait qu'Hiroshima est partout. La résilience est partout. Donc, nous sommes complètement concernés par cette politique de résilience, par par cet outil, par ce nouvel outil en fait d'accouchement du consentement en fait. Nous n'y échappons pas. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que on a tout souvent tendance à se dire bon, oui, mais ce qui est loin, c'est pas pareil. Et puis le Japon, c'est pas pareil. Et puis les Japonais, et puis ceci, puis cela. Et en fait, on est exactement dans la même galère, si je puis dire. Je voudrais vous donner quelques exemples quelques citations extraites de ce rapport parce qu'elles sont, moi, elles me troublent beaucoup. Citations qui montrent à quel point on en est, quoi, en fait. Où est-ce qu'on en est arrivé en France là maintenant. Donc, c'est un rapport de 256 pages dont je vous conseille la lecture. Il y a 51 mesures. Donc c'est très concret, très sérieux, établi donc par 22 parlementaires, dont certainement, je pense qu'il y a 2 insoumis et un ELV parmi eux. Tout le reste c'est Macron, mais peu importe. Bon. C'est sénatorial ou... Non, parlementaire. Il n'y a pas de député ELV. C'est parlementaire. Il n'y a pas de député ELV. Donc si, je l'ai dit. Non, il n'y en a pas à l'Assemblée nationale. Là, dans le rapport, il y a un ELV. Alors, peut-être qu'elle est représentée, je ne sais pas de quelle manière. Est-ce que c'est... comment? C'est qui, tu sais? Oh, j'en sais rien. Vous allez sur le site du Parlement, vous allez tout trouver. Le nom du rapport, c'est quoi? Comment? Le nom du rapport. Le nom du rapport. Le nom, c'est rapport de la mission parlementaire pour la résilience nationale. C'est peut-être sénatorial. Comment? C'est peut-être sénatorial. Non, c'est parlementaire. J'ai été auditionné à cette... Donc je m'autorise à en parler. C'est important de savoir qui, quoi. Mais je m'en fous, moi, de qui. Enfin... Bah si, parce que... Bon, pourquoi? Bah si, parce que... Mais s'il y a un ELV, vous avez qu'à regarder. Vous avez peur que ELV vous ait trahi. Mais attendez, c'est pas grave. Hein. Ce ne sera pas la première fois. Quand on voit Rivasi, on a compris déjà. Bon, alors... vous vérifiez sur Internet, c'est ça? Non, c'était juste pour noter pour faire les... Mais vous pouvez aller sur Reporter. J'ai fait un papier critique il y a une semaine sur ce rapport, puisque je suis cité copieusement sur une page dans ce rapport. Donc je me suis fendu quand même d'une critique. Et vous pouvez aller voir sur Reporter, vous tapez Ribot Reporter, et vous verrez, j'ai un article dedans qui va vous renvoyer. Mon article n'est pas très intéressant, mais par contre le rapport, je vous conseille de le lire. Il y a la référence dessus, je veux dire. Vous trouverez le lien. Alors, ce que je veux dire à travers ça, je voudrais vous donner quelques citations quand même, qui sont alléchantes. Bon, bien sûr, alors c'est sûr que ce soit la France insoumise ou ELV, ils sont incapables d'avoir dit oui à ce genre d'aberration, mais en tout cas, s'ils ont dit non, ils ont eu du mal à se faire entendre. Au moins, on peut dire ça. Alors, oui, alors d'abord, on est selon... Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que... moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que j'ai totalement raison.
C'est-à-dire qu'en fait, Fukushima, c'est la préfiguration de ce qui arrive après, dans tous les modes de gestion des catastrophes, et notamment celui qu'on nous propose là dans le contexte français, pour toutes les catastrophes à venir. Parce que d'une part, il s'agit bien, première grande leçon de Fukushima, que les parlementaires ont bien compris, c'est de ne pas s'attaquer aux causes. Surtout ne jamais s'attaquer aux causes. C'est-à-dire en fait, pour le dire autrement, voilà ce qu'ils nous expliquent. En fait, selon eux, il y a des risques et des menaces partout. Bon. Donc ils nous font très peur. Alors ils parlent de la guerre des mini-satellites en orbite basse, mini-satellites qui sont indispensables au déploiement de la 5G. Ils nous parlent de la menace cyber, de la crise climatique, des épidémies de maladies infectieuses émergentes qui touchent l'humain. Ils nous parlent des pannes de services Internet, des tentatives de déstabilisation par la désinformation, certainement des gens comme vous ici, ou des agressions directes. Alors il s'agit pour eux donc. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils identifient un nombre de menaces, vous ne pouvez pas vous imaginer, ça vous ferait trembler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc d'une certaine manière, c'est un aveu, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que jamais ils nous proposent de répondre aux causes de ces menaces. Par contre, concernant ce sur quoi nous pourrions effectivement agir, c'est le grand silence. Donc, en fait, alors, par exemple, on ne nous parle jamais de... alors on nous parle de la 5G, du problème que ça poserait si on ne prenait pas notre place dans l'espace orbital, etc. Mais par contre, on ne nous parle absolument pas du fait que les Français mangent ou pas à leur faim, ont un toit ou pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur le social, sur la vie, quoi. Tout est technologique, tout est un problème de technologie. Pour la crise sanitaire, pour eux, il s'agit d'être solidaire, mais en fait, non pas pour... il ne s'agit pas d'être solidaire pour se battre éventuellement pour avoir des lits d'hôpitaux, on n'en parle absolument pas de ça, mais par contre il s'agit bien, je cite, de renforcer significativement notre autonomie en matière de production industrielle et d'approvisionnement. Voilà le souci en fait essentiel par rapport à la crise sanitaire, c'est qu'il faut qu'on ait une industrie pharmaceutique compétitive. Et effectivement, on peut se demander à quoi serviraient des lits supplémentaires dans un contexte où finalement, je cite, la crise sanitaire a montré l'aptitude remarquable de notre pays à résister aux conséquences de la catastrophe, notamment grâce au dynamisme de la société civile et à des services publics développés et performants. Il parle de résistance, il n'y a pas de résilience. Pardon ? Il parle de résistance, pas de résilience. Oui, ils disent que notre pays a résisté aux conséquences de la catastrophe. Tout à fait. Alors, voilà, ça c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, d'un côté, on parle dans ce rapport abondamment et avec honnêteté, il faut le dire, des menaces qui nous pèsent dessus, notamment le fait qu'il va y avoir une accélération de la fréquence des épidémies, ça je cite, accélération de la fréquence des épidémies. Et ils nous disent dans ce rapport qu'en fait, cette accélération est due au fait qu'il y a l'élevage intensif et il y a l'urbanisation intensive. Donc on identifie assez clairement, ils parlent même des zoonoses, ils accusent les zoonoses. Donc il y a une identification assez claire des causes, mais il ne nous est proposé aucune solution, à part la résilience, justement, puisque comme la résilience comme arme d'adaptation massive, finalement, aux effets des catastrophes. Donc en rien, on nous propose de résoudre les causes. Je dirais même c'est totalement l'inverse. Parce qu'en fait, il ne s'agit absolument à aucun moment de questionner finalement, de se dire, puisque les causes c'est l'élevage intensif, remettons en question le modèle de la ferme industrielle. Non, c'est pas du tout ça. Eux, ils disent, ce qu'il va falloir faire, c'est développer la vaccination, les confinements, la destruction de cheptels. Donc autant d'outils biosécuritaires qui en fait servent à légitimer le modèle de la ferme industrielle et de l'élevage intensif. Et qui va donc nous amener puisqu'on alimente les causes, ça va nous amener fatalement à d'autres épidémies. Donc on est bien dans ce type de cercle vicieux. Un autre type de cercle vicieux tout à fait intéressant aussi, qui montre qu'en fait il ne s'agit absolument pas de s'attaquer aux causes, c'est lorsque les parlementaires nous disent que
Et bien sûr, ils prennent acte de ce qu'ils appellent le dérèglement climatique, mais ils nous proposent comme solution unique, comme solution, disent-ils, unique solution, c'est l'énergie nucléaire. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est voilà ce qu'ils en disent de cette énergie nucléaire. L'énergie nucléaire comporte inévitablement des risques industriels, sanitaires et environnementaux, et s'accompagne d'exigences supplémentaires de prévention des accidents et de résilience en cas de survenue de ces derniers. Donc il s'agit bien de nous dire d'un côté la seule solution à la fatalité du réchauffement climatique, c'est la fatalité de l'accident nucléaire. En fait. C'est bien ça qu'on est en train de nous dire. On remplace une fatalité par une autre. Et donc, on considère qu'en fait, s'il y a un accident nucléaire, il faudra être résilient dans l'accident. C'est-à-dire qu'il faudra vivre avec la radioactivité. Ce qui est exactement ce qu'on a demandé aux Japonais de faire à partir de 2011. Voilà. Et oui, voilà, c'est vrai que résilier, finalement, ça signifie de plus en plus gouverner dans la fatalité des désastres. Sans jamais se demander si l'adaptation est véritablement adaptée. Alors, ça, c'est la première chose que je trouve intéressante, leçon de Fukushima. Deuxième leçon de Fukushima qu'on retrouve dans ce rapport, c'est rendre le désastre subjectif. Je vais aller plus vite là, mais il s'agit il s'agit de le rendre tellement subjectif qu'en fait, il s'agit de faire l'éloge du sacrifice des individus. Je vais vous lire un passage assez édifiant. Je cite. « Des centaines d'exemples d'héroïsme civil et militaire montrent la résistance collective des peuples face aux épreuves, famines, invasions, exils qu'ils traversent, illustrant que les membres d'une société humaine peuvent être habités par un sentiment ou des idéaux qui leur paraissent plus élevés que leur propre vie. » Donc, par ailleurs, nous voici rassurés sur l'avenir, je cite, du fait que la crise du Covid a prouvé que des milliers de citoyens étaient prêts à s'engager, y compris en prenant des risques. Voilà la leçon qu'il tire en fait de la crise du Covid. Parce qu'en fait, pour les précepteurs de la résilience, eh bien effectivement, il n'y a jamais de souffrance en vain. En fait. On ne souffre jamais en vain. Voilà ce qu'ils nous proposent par ailleurs, ces parlementaires endiablés. Il faut mener l'évaluation des effectifs directement mobilisables pour contribuer à la résilience nationale, c'est-à-dire les hommes et les femmes susceptibles d'intervenir en première ligne en cas de crise grave. Voilà ce qu'ils sont en train de concocter. Et pour ce faire, alors ça peut prêter à rire, mais c'est pour ce faire, les rapporteurs préconisent, entre autres, il y a 51 mesures, vous les regarderez, et une généralisation du service national universel et une généralisation du port de l'uniforme dans les écoles. Donc, on lit un peu plus loin, je cite, « Chez de nombreux jeunes et moins jeunes, l'abondance inhérente à la société de consommation a fait oublier la possibilité du manque matériel. L'habitude du confort a fait perdre l'aptitude à la rusticité, aboutissant à une société qui assimile moins le risque et le danger et perd en résilience face à l'adversité. » Donc, vous avez bien compris, nous sommes toutes et tous des sous-femmes et des sous-hommes. Et on nous demande, à partir de là, de nous tenir prêts à nous faire crucifier dans l'espace canonique de la résilience, qui est sans cesse en expansion. Il nous faut donc, il parle de monde en guerre, on est dans un monde en guerre. On est projeté dans un monde en guerre auquel il nous faut nous accommoder à tout prix. Et on voit bien que dans cette accommodation, la quête effrénée de résilience nationale qu'on nous propose, en fait, elle prend des allures de national résilience. Il
effectivement des relents très militaro-pétainistes dans tout ça, quoi. Donc ça, c'est un deuxième élément, une deuxième leçon de Fukushima, je dirais, que les parlementaires retiennent et dans les parlementaires français, donc pour dire que on est vraiment en plein mimétisme entre le Japon et la France en matière de gestion des désastres présents et à venir. Et puis il y a un troisième pôle en fait que je pointe, c'est le fait que les pouvoirs publics français envisagent de plus en plus, mais c'est pas nouveau, mais sauf que ça devient une doctrine là aussi, ça c'est formulé de manière de plus en plus claire, envisagent de gouverner par la peur de la peur. Je n'ai pas parlé de ça, mais concernant, j'ai pas abordé ce point. Enfin, j'ai abordé le fait qu'à Fukushima, on a bien sûr voulu subjectiviser le désastre, le psychologiser, faire du désastre un problème de perception et non pas, plutôt qu'un problème objectif. Et en accusant les gens d'avoir peur, en fait, de la radioactivité. Et en fait, vous allez voir, c'est assez troublant, parce que voilà ce que nous disent les parlementaires dans leur rapport, là encore. Nous avons tous le devoir de prendre conscience, nous avons tous le devoir de faire prendre conscience à nos concitoyens que le monde qui les entoure est un monde violent, et qu'ils vont être rattrapés par cette violence très rapidement, quoi qu'il arrive. Donc, vous voyez, là, on nous fait peur. Vous avez tous peur, vous tremblez. Et une fois ce vent de panique semé, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les mêmes auteurs qui prescrivent, mais il faut éviter que s'immisce au sein de la population des jeunes une peur du futur. Car si ce futur est perçu comme hostile, comme menaçant, cela devient très problématique. La propension à l'anxiété et à la frustration des générations actuelles tend à réduire notre capacité de résilience collective dans une situation de crise grave. Ça vous fait rire? Beaucoup. D'accord. Donc, vous voyez, flagrant délit d'exercice de double pensée, à la Orwell, à l'état pur. C'est-à-dire, d'un côté, il faut simultanément avoir... Mais c'est les deux en même temps. Donc bien sûr que gouverner par la peur, ça veut dire aussi qu'il faut gouverner par la peur, on est bien d'accord, c'est les deux en même temps. Hein, mais il faut en tout cas simultanément avoir peur, mais aussi cesser d'avoir peur. Il s'agit donc, cesser d'avoir peur, ça veut dire évacuer l'anxiété, cette anxiété que craignent tant les dirigeants. Oui, la peur inquiète. Pour mieux se préparer, alors parce que l'objectif c'est bien sûr d'amener chacun à mieux se préparer au pire, sans jamais, surtout, se révolter contre les raisons de ce pire, en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit bien, à Fukushima ou ailleurs, ou en France par exemple, de nous faire intérioriser la menace et de transformer la réalité physique et sociale du désastre en une espèce de nécessité à laquelle on ne pourrait pas se soustraire, amenant chacun ainsi à faire l'impasse sur ce à quoi il est contraint de se soumettre pour tenter d'y répondre. Il s'agit bien, en fait, de nous aveugler dans notre sacrifice. Et d'être joyeux même dans les privations que nous allons nous donner à nous-mêmes pour pouvoir co-gérer un désastre dont nous ne sommes aucunement responsables. Je l'ai dit, à Fukushima, les autorités ont enjoint la population à participer à la gestion du désastre, à la co-gestion, en décontaminant afin d'apprendre à ne plus avoir peur de la radioactivité. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a 2 ans, c'était en mars 2021, il y a un peu plus d'1 an, le numéro 2 de l'Organisation mondiale de la santé disait « On n'en finira pas avec le Covid-19, mais il faut éradiquer la peur du Covid-19 ». On voit bien aussi que cette peur de la peur est clairement affichée par les autorités concernant le Covid. Et voici ce que nous disent nos rapporteurs dans le rapport précité. Ils disent nous estimons qu'il est indispensable qu'en France, les populations soient mises dans la position d'acteurs plutôt que de consommateurs, comme lorsque nous avons été incités à fabriquer nous-mêmes des masques sanitaires. Cette implication pourra en retour réduire le sentiment d'anxiété, voire d'angoisse éprouvée.
Moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est qu'en fait, cette phrase-là, en fait, pratiquement mot pour mot, elle a été écrite par les spécialistes japonais, les experts japonais qui ont géré la catastrophe à Fukushima. Mot pour mot. Mot pour mot, pratiquement. L'implication de la population pourra en retour réduire le sentiment d'anxiété, voire d'angoisse éprouvée. C'est bien ça le souci.